avait un diamant en forme de poire qu'elle portait en sautoir. Un diamant rare en forme de poire, un bijou vrai qu'elle avait reçu en cadeau. Elle avait un diamant en forme de poire qu'elle portait en sautoir et qu'elle mettait au mont de piété chaque nuit l'été quand elle perdait au casino. Elle avait un amant en forme de poire, un banquier en jaguar, un homme aimable et responsable qu'elle voyait tous les soirs entre chien et loup. Elle avait un amant en forme de poire qui l'aimait sans espoir et qui allait à 8 heures tapant régulièrement rechercher son diamant au clou. Elle rencontra un jour le grand amour, jeune et beau comme toujours. Elle fit la fête, perdit la tête, l'amoureux ne quittait pas le bijou des yeux. Entre ses petits seins blancs en forme de poire, il le prit un bonsoir et disparut ni vu ni connu au coin de la rue sans même lui avoir dit bonsoir. L'amant trompé pardonna sans rien chercher à savoir et lui offrit très vite, et lui offrit tout de suite un gros diamant en forme de pomme. Oui, c'est une des 20 nouvelles chansons. On va pas parler debout des 20 chansons. Non, oui. Bien, Colette. Voilà. Tu connais Christian Dubert? Bonjour. Colette Renard. Bonjour, avec un nom pareil, c'est merveilleux, on va pouvoir parler des manteaux de fourrure, en Voilà. renard et autres. Bon, Christian Dubert, vous rentrez d'expédition. D'ailleurs, quand vous ne rentrez pas d'expédition, vous partez en expédition. Et là, vous nous rapportez, je crois, une nouvelle série pour Caméra au point. Une nouvelle série qui sera très différente de celle de la saison dernière parce qu'elle sera surtout optimiste. Ouais, la dernière était très pessimiste. C'est-à-dire qu'on a dû tirer le signal d'alarme pour des tas de choses importantes concernant les animaux, la chasse, la pêche, la fourrure, on en parlera dans un. Et je veux dire que les gens, le public et les enfants surtout en particulier ont été tellement nombreux à nous écrire en disant est-ce qu'il n'y a pas un espoir? Il y a quand même 880 espèces animales qui vont s'éteindre dans les 15 années à venir. Il y a une organisation que vous connaissez qui est le WWF qui s'occupe et qui se bat pour dans 25 pays du monde maintenant. Vous savez que notre grand patron est le prince Bernard des Pays-Bas qui est un homme extraordinaire et qui nous transporte dans cette arche de Noé. Oui. Et nous allons donc présenter pour l'hiver prochain, je ne peux pas encore vous dire la date, mais Caméra au point sera optimiste, comme vous venez de le dire, ça sera souriant et on verra des réalisations qui ont été faites, d'une part avec l'argent qui a été donné par le public. Je vous rappelle au passage qu'on va dépenser à peu près $1 million pour sauver les tigres en Inde. C'est quand même une somme considérable. Et d'autre part, on montrera ce qui a été fait en France et dans d'autres pays du monde, toujours des choses optimistes concernant la protection de la nature. Parce que je crois que maintenant, Caméra au point a 5 ans et on a, je le répète, beaucoup tiré le signal d'alarme. Il y a de bons résultats, je crois qu'il faut les montrer. Alors je crois que parmi les réalisations très importantes et que l'on peut voir en ce moment en France et même à Paris, cette exposition à l'hôtel Georges V. Oui, alors ça c'est un peu spécial. Si vous voulez, l'année dernière, on a un peu tiré à boulet rouge contre les fourreurs parce que vous savez que les panthères, les jaguars, les oslots, les lynx, les guépards sont des animaux qui vont s'éteindre. Et ça, je peux vous le dire, je suis allé avec toute notre équipe il y a quelques semaines sur le terrain, c'est-à-dire en Afrique. Et nous avons vu des choses épouvantables. Je peux vous assurer qu'on continue à capturer ces animaux parce qu'on les vend. Et je ne peux pas dire son nom, mais vous pouvez le dire et on peut le répéter, c'est actuellement au Georges V. Il y a un fourreur français qui a pris la décision grave et importante de ne plus vendre de félins tachetés. Alors je crois que c'est quelque chose qu'au niveau des commerçants en France, on prenne conscience de ces problèmes de protection de la nature et tous les gens du WWF et tous les gens qui savent, qui prennent conscience de ces problèmes, car c'est pas seulement pour nous aujourd'hui, mais c'est aussi pour ceux qui viendront plus tard, pour nos enfants, même les plus jeunes. Il faut absolument protéger ces animaux et à partir du moment où un commerçant français a le courage, il faut le faire, c'est une question financière, a le courage de dire non, je ne vendrai plus de peau de panthère,
ou de félins tachetés en général, si vous voulez. Ça simplifie le problème, mais uniquement des animaux élevés. C'est-à-dire du chinchilla, du bison, des choses de genre. Et ça, je voudrais dire aussi aux femmes qui nous écoutent, et je vois Colette Renard qui suit avec émotion cette information. Vous savez que les animaux qui sont élevés sont tués correctement. Hein, je l'ai vu, je ne vous le montrerai pas à la télévision parce que je ne veux pas le faire, et les enfants qui suivent ces émissions, mais un vison meurt en une fraction de seconde. Et il ne faut pas le blesser, il ne faut pas qu'il y ait de sang, il ne faut pas... Vous voyez, la fourrure doit rester absolument propre. Et nous sommes tout à fait pour les animaux qui sont élevés, pour la fourrure, mais nous sommes absolument contre les animaux qui sont pris dans le capital nature, car, je le répète, ils vont vraiment disparaître. Je crois que vous avez mille fois raison, Christian. Alors je crois que ce qui est formidable, c'est qu'on puisse donner l'information au public, c'est ça qui compte. Voilà, c'est cela. Et je crois que nous allons voir de très jolis manteaux. Alors là, on va voir des manteaux. Voilà, qui sont des fourrures d'élevage, des manteaux bien élevés, on peut dire. Voilà, c'est ça, exactement. Ce sont des animaux qui ont donc été élevés pour cette chose-là et qui ne sont pas pris en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde, dans ce capital nature qui, je le répète, se réduit. Alors voici un très beau chinchilla du soir, très élégant, avec un col dentelé. Je signale, ça coûte très très cher. Hein. Je sais oui, pas quels sont les prix. J'imagine, oui. Vous le savez, ce sont les messieurs qui signent les chèques qui le savent aussi. C'est tout à fait ravissant. Cela dit... cela vaut amplement. Non, je le dis parce qu'en général, exactement, les peaux de panthère coûtent très très cher, on le sait. Oui. Et pour la raison d'ailleurs que je viens de formuler, à savoir qu'il y en a de moins en moins. Oui. Mais je pense que les gens qui veulent des choses très chères peuvent acheter des chinchillas ou des visons ou d'autres choses. Je signale, dans la nature, il n'y a plus de chinchillas. Voici il en reste maintenant un vison azurène. Ah, ça c'est très beau aussi. Ceinturé de dents. Là aussi élevé, je peux vous le garantir. Il est tout à fait nacré et on a la consolation de savoir que le vison a été chouchouté jusqu'à sa mort, jusqu'au moment où il disparaît très rapidement. Cette charmante personne. Il est absolument hors question de dire non à la fourrure. C'est aussi stupide pas. de dire non à la pêche ou non à la chasse en France. Je crois que ce qu'il faut trouver, c'est une juste mesure. Si vous voulez, pour la chasse, il y a des massacreurs et il y a des vrais chasseurs. Pour la pêche, c'est la même chose. Et dans tous les produits qui touchent la nature et que nous consommons, à savoir la fourrure que vous voyez ici. Un vison Koh-i-Noor, noir et blanc. Vraiment comme le diamant. Très, très beau. Oui, il doit coûter aussi cher que le... Oui, certainement. Mais il est beau, oui. Oh, il est magnifique. Et puis alors, il y a quand même une chose importante, et on terminera là-dessus, c'est que ce travail est considérable. C'est une spécialité française, comme le parfum, si vous voulez, comme les choses de luxe. Vous savez que la France a un prestige fantastique auprès du fourrure à l'étranger. Eh bien, il est hors question ne travailleront plus. Je crois que c'est quand même un problème social actuel. Absolument. Et au contraire, ils pourront continuer à faire leur métier, si vous voulez, mais à condition que ce ne soit que des animaux d'élevage, en particulier ceux que vous avez vus. Un joli lapin, un lapin à long poil, qui doit coûter un petit peu moins cher que les autres, peut-être. Oui. On dit toujours que c'est pas beau le lapin, mais c'est bien, oui. Oui, si, et puis c'est très sportif. Vous savez que pour mes tournées de conférences, moi je mets un manteau de mouton. Je suis obligé de le faire. On sait, André Frossard, que vous avez suivi, admiré le général de Gaulle, que vous avez même été à certains moments son confident. Par conséquent, lorsque vous publiez un livre qui s'intitule « La France en général », on sait qu'il s'agira du général en particulier. Je ne dirais pas que c'est un livre pieux pour ne pas faire confusion avec certains de vos autres ouvrages. En tout cas, c'est un livre plein de ferveur et de louanges, d'ailleurs tempéré par l'humour. Si vous êtes d'accord, même, j'appellerais cela une biographie sentimentale. Oui, naturellement, je n'ai jamais dissimulé mes sentiments d'amitié et d'admiration pour le général de Gaulle. J'ai voulu simplement faire son portrait. Je lui en avais d'ailleurs parlé à lui-même. Je suis allé un jour le trouver à l'Élysée pour lui dire que je trouvais ses portraits peu ressemblants. Et il m'a dit, mais dans ma situation, les portraits d'un homme public ne sont jamais ressemblants parce qu'au poste que j'occupe, on ne peut pas être soi-même. Alors je lui ai dit, mais si vous n'êtes pas vous-même à l'Élysée, eh bien, peut-être aurais-je plus de chance à Colombey. Et il m'a dit que Colombey non plus, il n'avait encore pas la permission d'être lui-même, il était entièrement pris par sa fonction. Eh bien, je lui ai dit, il y a bien sur la Terre un endroit où vous auriez la liberté et la possibilité d'être vous-même. Alors il a réfléchi une seconde et il m'a dit, oui, il y a un endroit comme ça, c'est la rue Princesse à Lille, là où je suis né, mais je sais que je n'y retournerai jamais. Je croyais qu'il allait vous répondre, c'est dans votre livre que je serai vraiment montré tel que je suis. En tout cas, vous êtes parti de la phrase fameuse des mémoires, toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Oui. En précisant bien que ce sont les 3 premiers mots qui m'ont toujours paru les plus importants, toute ma vie. C'est-à-dire qu'il a conservé tout au long de son existence, car quand il écrivait cette phrase-là, il avait près de 60 ans, la même idée
de son pays. Il n'a jamais transigé avec cette image, elle ne s'est jamais décolorée à ses yeux. L'enfant qu'il est à 10 ans avait déjà cette certaine idée, qui était d'ailleurs une série d'images de la France, et il l'a conservée jusqu'à la fin, en l'imposant d'ailleurs au reste de l'univers. Oui, surtout à certains moments particulièrement graves. Surtout à certains moments. Alors, vous vous demandez comment cette idée a germé, comment, si elle doit quelque chose à ses ascendants, comment les Français et le monde l'ont acceptée, et finalement, si elle peut encore être reprise. Alors, donc, vous partez de la jeunesse du général, vous examinez sa carrière, bien entendu. Oui, bien sûr, ça suit quand même le chemin biographique, mais comme son existence couvre à peu près 80 ans d'histoire de France, j'ai pas cru pouvoir me dispenser de peindre quelques petits tableaux de ses contemporains qui vont de la belle époque à nos jours. Alors évidemment, il y a des sommets dans ce livre, c'est par exemple l'appel du 18 juin 1940. Vous dites que ce n'est pas seulement un acte politique et militaire, mais que c'est aussi un acte spirituel. Bien sûr, parce que toutes les grandes choses de l'histoire se passent sur un plan spirituel d'abord et ne descendent dans la politique qu'après. Mais les grands choix, les grandes options sont toujours d'ordre presque métaphysique. La Révolution française s'est passée dans les cieux avant de se passer sur la terre. Du reste, le mot de Saint-Just le dit très bien. On ne m'ôtera pas le nom que je me suis fait dans les siècles et dans les cieux. On pense toujours qu'il exagère quand il parle des cieux. Il a raison. C'est à ce niveau-là que se placent les grandes options historiques. Et c'est pourquoi mai 68, qui devait avoir tellement de conséquences à vos yeux, est aussi pour vous une crise religieuse. Parce qu'il y a eu un changement d'air historique. Ça a été un glissement d'histoire. Ça n'a pas été une révolution. Mais alors vous parlez très peu, André Frossard, dans la France en général, des entretiens que vous avez eus avec le général, justement. Parce que justement, ce genre de mémoire ou de souvenirs, il y en a déjà eu beaucoup. Il y a des gens d'ailleurs qui l'ont approché de plus près que moi, qui ont vécu auprès de lui plus étroitement. Et j'ai voulu m'effacer autant que possible devant mon personnage, devant Bien mon entendu, modèle. vous tracez quand même un tableau assez pittoresque du général. Vous dites qu'il n'y a qu'une vérité qui a été dite sur lui, c'est qu'il est grand. Oui, à peu près. Vous dites qu'il n'y a pas un général, mais qu'il y en a deux. Oui, parce qu'il n'était pas le même homme de face et de profil, n'est-ce pas? De face, il avait un visage presque enfantin, avec deux yeux très écarquillés. C'était d'ailleurs peut-être un effet de sa myopie, enfin de ses lunettes. Et de profil, on avait une série de lignes descendantes, d'obliques, qui étaient l'expression même de la lassitude, disons, pour ne pas parler de dégoût. Alors je voudrais dire un mot quand même de votre style à vous, alors et non pas de celui du général. Je crois qu'il est très intéressant parce qu'il est plein d'humour. Ce n'est pas du tout le style hagiographique, mais il est très drôle. Par exemple, vous avez des trouvailles qui pourraient presque faire de votre livre un recueil de bons mots, n'est-ce pas? Vous dites par exemple que le Second Empire était un despotisme éclairé à l'acétylène. Oui, vous dites encore que le seul moyen pour la bourgeoisie de sauver la République, c'est l'Empire. Et puis vous dites aussi qu'il y a eu une promotion de Saint-Cyr qui s'appelait Dien Bien Phu, comme quoi en France, chaque revers a sa médaille. Eh bien, on pourrait dire aussi, alors que, en ce qui vous concerne, pour votre livre, il y a aussi le revers de la médaille, parce que vous vous demandez, à propos de la certaine idée de la France, si le général n'a pas écrit la dernière page de l'histoire de France. Alors c'est tout de même un peu faillir à son enseignement, qui s'élevait tellement contre les chevaliers du déclin. Oui, mais enfin, il pratiquait l'espérance comme une vertu. C'est d'ailleurs une vertu théologale. C'est-à-dire que ça n'est pas toujours très naturel, l'espérance. Et puis il y a des jours vraiment où on se demande si effectivement il n'a pas écrit la dernière page de l'histoire de France, le monde paraissant appelé à connaître d'autres formes d'organisation politique que les nations. Mais on ne peut jamais savoir, dans un pays comme celui-ci, où il arrive à la providence de faire de la politique, on ne peut jamais savoir quel sera l'avenir d'un pays comme le nôtre. Alors en somme, optimiste. Par force. Eh bien, moi je vais vous dire, Carl Onel, moi je suis toujours optimiste. Mais pourquoi? Et malgré tout, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour aux Champs-Élysées, l'autre soir, les vitrines... Ils y ont été franco, là. C'est le cas de le dire, c'est le cas de le dire. Et pourtant, d'après un récent sondage de l'IFOP, il paraît que 65% des Français qui sont allés en Espagne l'année dernière en vacances, y retourneront l'été prochain. C'est normal, dès qu'un Français passe la frontière,
C'est pour le soleil, c'est pour trouver Oui, du soleil. c'est pour le soleil. Oh, ben, à propos de frontières, l'autre jour, il y a Ocaña. Vous connaissez Ocaña? Coureur cycliste, Luis Ocaña. Luis Ocaña, le champion cycliste espagnol Ocaña. Il y a El Cordobés. El Cordobés, le célèbre toréador. Et Don Juan Carlos. Ça me dit quelque chose. Oui, oui, le prétendant au trône d'Espagne. Don Juan Carlos ont voulu passer la frontière sans passeport. Le douanier dit, je suis navré, je vous reconnais, mais sans passeport, vous ne pouvez pas passer. Alors Ocaña a une idée extraordinaire, il a dit, écoutez, prêtez-moi votre bicyclette, je vais vous prouver que je suis bien le champion cycliste Ocaña. Il a pris la bicyclette du douanier, il a fait 3 tours de piste, et le douanier a dit, bravo, vous êtes bien Ocaña, vous pouvez passer. Et le Cordobés a dit, bah, pour moi c'est très simple, amenez-moi un petit taureau. On lui a amené un taureau, il a fait une passe, olé, et bravo, vous êtes vraiment El Cordobés, vous pouvez passer. Alors Don Juan Carlos s'est approché du douanier, il lui a dit, vous savez, moi je ne sais rien faire. Le douanier lui a dit, oh, bah, vous êtes vraiment Juan Carlos, vous pouvez passer. Mais ça, ils ont des réflexes, les Espagnols. Ils ont beaucoup de réflexes, les Espagnols. Tenez, l'autre jour, à Barcelone, il y avait un hôtel en feu. Une femme pendue au 3e étage, qui criait au secours. Il y a un torero qui passe dessous avec sa cape. Il lui dit, sautez. La femme lui répond, non, j'ai peur. Sautez, non, j'ai peur. Sautez. Il y a la femme qui saute. Il y a le torero qui fait, olé. Et il enlève la cape. Ah, bravo. Qu'est-ce que vous êtes enlevé? Ah, un peu. Je crains les courants d'air. Ah, oui. Pourquoi? Ah, parce que doublement. Premièrement parce que ça m'enrhume, mais deuxièmement parce qu'il est arrivé à une aventure à un monsieur que je connais. Ce monsieur est parti aux États-Unis et a dit à son ami, écoute, sois gentil, je pars 1 an aux États-Unis, surveille mon chat et ma femme. Et ma mère, pardon. Ah bon. Et ma mère. Alors il est parti, il revient 1 an après, il dit à son copain, comment va mon chat? Il lui dit, il est mort. Bah t'es gentil. Tu me jettes ça en pleine figure, t'aurais pu mettre un peu de délicatesse, un peu de souplesse, t'aurais pu me dire, je sais pas moi, j'ai laissé la porte ouverte, le chat est sorti, est monté dans les escaliers, a sauté sur le toit, est tombé, il est mort. Enfin, ça ne fait rien. Et ma mère? Ah bah il dit, j'ai laissé la porte ouverte. Non, en France, c'est atroce, c'est Ah non, atroce. c'est atroce pour ça. Remarquez, les enfants sont atroces aussi. Ils sont cruels. Ah oui, ah oui. Ah oui, vous pouvez pas savoir. Tenez, j'ai le fils d'un ami, là, Xavier, il a 9 ans. Vous pouvez pas savoir. L'autre jour, son père lui a fait une remontrance, il lui a dit, écoute-moi bien, Xavier, tu as 9 ans. Mais à ta mère et à moi, depuis ta naissance, tu ne nous as jamais donné aucune satisfaction. Et il lui a répondu, oui, mais avant. Hein? Comme l'autre jour, ma fille, qui a également 9 ans, revient de l'école, elle me dit, papa, tu connais la dernière? Alors je lui dis non, elle me dit, bah c'est moi. Ça c'est drôle. Sylvia Montfort, savez-vous que nous fêtons cette semaine l'anniversaire de Jacqueline Gauthier? Ah, mais je suis venue tout exprès pour ça, c'est même aujourd'hui. C'est gentil. Alors ça veut dire que vous êtes de la balance. Je suis de la balance, oui, oui. Et Un c'est signe- important d'être de la balance? Voilà. Ben oui, c'est un bon signe pour les femmes, je trouve. C'est un signe d'harmonie, c'est un signe d'équilibre. Alors ça va vous permettre de nous expliquer un peu mieux Oui. comment s'agence la pièce que vous jouez qui s'appelle précisément la balance. Que c'est un hasard? Oui, oui, c'est tout à fait un hasard parce que je ne suis nullement du signe de la balance dans la pièce. Mais j'ai trouvé l'harmonie et l'équilibre entre 2 hommes. C'est-à-dire que je vis, si vous voulez, presque maritalement avec 2 hommes, dont l'un est Dominique Paturel, l'autre Michel Leroyer. Et moi, j'ai trouvé mon équilibre vraiment dans l'amour profond et sincère que je porte à ces 2 hommes, jusqu'au moment où ils me demandent de choisir. Alors là, évidemment, être de la balance, c'est un peu ennuyeux, parce que pour choisir, c'est très on ne peut pas. On ne peut pas quand on Vous aime savez, c'est autant. une situation que bien les hommes ont essayé et ils n'ont pas réussi davantage. Alors, si Oui. vous avez une recette, n'hésitez pas à nous la fournir. Eh bien, oui, c'est très drôle, parce que plus je joue la pièce, plus je vois que les hommes acceptent assez mal la situation d'une femme entre 2 hommes qu'elle aime sincèrement. Et les femmes sont ravies, les femmes trouvent ça tout à fait naturel, sauf les jeunes hommes. Les jeunes hommes entre 25 et 40 ans, alors là, ils sont ravis, ils sont tout à fait prêts à admettre cette situation. Les autres, un peu moins. Expliquez-nous ça, pourquoi? Est-ce qu'ils se Pourquoi? posent des questions? Qu'est-ce que vous croyez? Mais est-ce qu'ils acceptent d'être entre 2 femmes? Oh oui, avec tout ce que ça comporte de complications. Mais je vous demande, vous Sylvia, est-ce que vous pensez que c'est vraiment le moyen d'être heureuse et d'être harmonieuse que de vivre totalement avec 2 hommes? Ah, moi, je suis un être absolu, alors ne me posez pas une telle question. Ah, Et vous êtes pourtant, je suis absolu, Gémeaux. vous? Eh bien justement. Et vous êtes Gémeaux? Vous êtes double alors? Eh oui, mais je n'aime qu'un homme. En l'occurrence, Jacqueline, ils sont très fauchetons, vos 2 préférés. Ah bah oui, bien sûr, mais ça c'est toute la pièce. Oui, voilà. Mais écoutez, est-ce que cette situation fait rire le public? Ah ça, follement, oui. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup les femmes, beaucoup les hommes aussi, parce que comme ils sont vengés à la fin, ils sont ravis, bien sûr. Mais c'est une situation assez dramatique, finalement. Oui, parce c'est que dramatique. Vous dites que c'est une pièce de boulevard, mais j'en suis pas tellement sûr, au fond. Enfin, si, c'est une pièce qui a quand même
est faite pour faire rire, mais bien sûr que c'est une situation difficile et qui peut poser des problèmes très, très sérieux, bien sûr. Mais si vous me permettez, alors un petit mot sur le théâtre de boulevard, justement. Je trouve qu'une pièce comme 40 carats, par exemple, oui, a peut-être fait évoluer la situation des femmes dans l'opinion des hommes beaucoup plus que d'autres pièces. Bien sûr. Oui, et beaucoup de femmes viennent me voir dans la balance me disant « Ah, on retrouve un peu ce personnage de 40 carats, mais dans une autre situation, mais d'une femme moderne qui a beaucoup de mal à gagner sa vie, qui travaille et qu'un problème est posé. Est-ce qu'on peut trouver le bonheur entre deux hommes? Est-ce que les femmes rient plus que les hommes? Non, mais elles sont plus heureuses. Je sens qu'à la fin, lorsque le bon ange arrive sous la forme d'un troisième, elles sont très, très contentes. Enfin, on rentre dans le droit chemin, j'ai l'impression. C'est ça, enfin, vous faites rire à la fois les hommes et les femmes au théâtre Fontaine, voilà. Rue Fontaine. Bonjour. Oh, monsieur Jean-Charles, vous venez de parler de votre prochain livre. Ah non, non, pas du tout. Je viens interviewer un certain Christian Webel qui vous ressemble beaucoup. Ça tombe très bien. Bon, alors je me mets là dans un petit coin. Il paraît qu'on m'a dit tout à l'heure que c'était la meilleure place parce que c'était la place de la script. C'est vrai, elle était là. Bon, mais je crois qu'on est sérieux là. Oui, oui, interview sérieux. Sérieuse. Alors, mon cher Christian Webel, vous venez de publier un ouvrage important qui est une espèce de panorama assez exhaustif de la société française en 1975. Et alors, la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous êtes un moraliste ou un sociologue? Oui, je vois que je suis surtout un chansonnier revuiste. Bon, il ne veut pas être sérieux. Non, pas tellement. D'ailleurs, je me glorifie d'être chansonnier revuiste parce que c'est un très joli métier qui consiste justement à avoir une morale très, très optimiste de la vie. Nous transformons les événements tristes en sujets de rire. Et je pense que c'est un très grand bienfait pour l'humanité. Oui, et puis je crois que les chansonniers sont aussi le baromètre de la démocratie. C'est Chamfort qui a dit un jour la France est une monarchie absolue tempérée par des chansons. Alors tant qu'il y a des chansonniers, nous avons la démocratie. Oui, oui, d'ailleurs, très souvent, ce mot chansonnier maintenant est un peu... on l'emploie un peu avec mépris parce que les gens pensent quelquefois à une époque très révolue. Quand ils pensent chansonnier, ils pensent à Vincent Ispa, ils pensent à des générations précédentes, alors qu'on est forcément très dans le vent quand on est chansonnier, puisqu'on ne parle que de l'actualité brûlante. Eh ben votre bouquin, là, Guignol conduit le bal, c'est de l'actualité brûlante. Hein. Oui. Il y a tout. Il y a tout. Il y a les prisons. Oui, oui, on parle de la pollution, voilà. On parle de la religion. Et alors, Satan conduit le bal, c'était pas un livre d'un certain monsieur Anquetil? Ah, vous connaissez ça? Oui, pas le Tour de France, hein. Non. Et vous avez pensé à lui, alors, avec... Anquetil. Oui, ça s'est passé pendant mon enfance et la vôtre. Enfin, à cette époque, il y a eu un livre très retentissant qui s'appelait Satan conduit le bal. Je crois que monsieur Anquetil était une espèce de polémiste. Oui, un petit peu maître chanteur sur les bords. Ah, vous croyez? Oui. D'ailleurs, il y a un chapitre, je me demande si c'est pas une tentative de chantage. Dans mon livre, à moi, dans Guignol conduit le bal. Vous parlez de José Arthur d'une façon... Est-ce que vous voulez ne plus jamais être invité par lui ou au contraire être invité par lui? Ah non, je crois que je me suis fermé la porte à tout jamais. Oh, c'est pas méchant. D'ailleurs, il n'y a rien de très méchant dans mon livre. Non, d'ailleurs, il y a un chapitre contre la télévision et que je sache, vous êtes en ce moment à la télévision. Merci, télévision. Bon. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a quand même quelque chose qui m'a étonné dans ce livre sur l'armée. Ah ben vous savez, l'armée, oui j'aurais pu en parler, j'avais un grand-père général. Oui. Bon, je sais que ça, il ne faut pas se vanter aujourd'hui. Mais enfin, l'armée, moi j'en ai goûté beaucoup dans ma vie. J'étais soldat, j'ai fait la guerre, j'étais prisonnier. Mais depuis, j'ai essayé d'oublier tout ça. Alors je n'ai pas parlé de l'armée parce que je manque de documentation récente. Bon, et aux deux armes, est-ce qu'on parle de l'armée dans le nouveau spectacle? Ah oui, 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 nous avons présenté notre nouvelle revue qui s'appelle Service compris. Hein, c'est l'armée, oui, non? Oui, mais là, c'est service. Service. Nous l'avons présenté à la presse il y a 2 jours, exactement, et j'ose dire avec succès. Avec succès. C'était une revue que nous avons écrite avec Pierre-Jean Vaillard. Alors, qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie, le livre ou la revue? Ah, vous savez, le livre et la revue, les deux. J'ai toujours aimé écrire. J'écris pour le théâtre, mais j'écris aussi pour la lecture. Bon, alors on peut peut-être quand même tirer une conclusion de cet important entretien et dire que le livre est pour vous un violon d'Ingres alors que les deux ânes restent votre picotin quotidien. Eh bien, Sylvia Montfort, vous avez défendu avec
chaleur tout à l'heure le théâtre de boulevard et puis vous montez Victor Hugo. Victor Hugo, c'est du théâtre de boulevard? Oh, le miracle de Victor Hugo, c'est que c'est du théâtre qu'on ne peut pas classer. Je crois que ça vient d'une part qu'il prend les grands thèmes, toujours uniquement, donc les thèmes universels et qui touchent tout le monde. Et puis il y a sa manière de dire les choses qui est irrésistible et ça touche vraiment tous les publics. C'est notre Shakespeare. Eh bien, c'est ce qu'a dit Baudelaire avant vous. Oui. Baudelaire a dit, Dieu merci, nous Là-dessus. avons Victor Hugo, puisque les Anglais ont Shakespeare et que les Allemands ont Goethe. Et comme Baudelaire ne se trompe jamais, vous non plus d'ailleurs, mais comme Baudelaire ne se trompe jamais, je crois qu'on peut terminer là ce qu'on a à dire de Victor Hugo. Absolument. Alors vous parlez de Lucrèce, parce que c'est Lucrèce qui est sur la sellette. Et Lucrèce n'était pas quelqu'un de bien. Eh bien, Lucrèce, Jacques Chaban, avant nous, vous voyez, tout le monde est ici, a réhabilité Lucrèce, mais je crois qu'en vérité, seul Victor Hugo l'a noirci. C'est-à-dire que si on remonte à l'histoire, elle était fille de pape, ce n'est pas sa faute. Elle a été violée par son père à 12 ans, le pape, ce n'est pas sa faute. Ensuite, par ses deux frères qui se sont entretués pour l'amour d'elle. Elle avait 13 ans à ce moment-là, et l'un des deux l'a mise enceinte. Et l'autre a tué le frère qui l'a mise enceinte par vengeance. Ensuite, elle a été mariée plusieurs fois, et chaque fois qu'elle était mariée, eh bien, ses maris la mettaient enceinte pour être en paix. Et elle est morte à 36 ans, après 18 maternités qu'elle supportait très Nous allons mal. voir tout ça sur la scène du Carré. Non, mais c'est bon justement que je vous le dise ici, Mais parce que oui. vous ne le verrez pas. Vous ne verrez que le drame d'Hugo, mais comme j'ai un metteur en scène italien par surcroît, et qui, chose assez rare, actuellement n'est pas du tout misogyne, il aime même beaucoup, et ses interprètes, et que les actrices jouent, il est parti en guerre contre cette opinion de Victor Hugo, et il y a en filigrane perpétuellement la merveilleuse Lucrèce, l'innocente Lucrèce. Il y a même le pape à un moment qu'on aperçoit pour recomprendre comment le pape a martyrisé enfant Lucrèce, c'est-à-dire que je mets des points d'interrogation partout où il y avait des accusations, et vous verrez, c'est un ange. Oui, c'est ça. Mais alors, est-ce que c'est pas tout à fait dans la ligne de Victor Hugo, si vous la présentez ainsi, Lucrèce? Si, il ne faut pas lire, il faut écouter. Pas lire, oui, c'est vrai. Il faut relire, comme on dit. Mais c'est une pièce merveilleuse et surtout... Mais c'est une pièce d'action, ça va être terrible sur le petit espace du Carré Marigny. Même pas le Carré Torigny, c'est le nouveau Carré. Oui, mais le nouveau Carré Torigny, qui est encore meilleur. C'est minuscule, c'est... Pas du tout, c'est très vaste. Et puis vous savez, C'est nous très avons des vaste. gradins mobiles, alors Voilà, on c'est ça tourne le problème. et on construit un lieu. Et d'ailleurs, si vous avez lu dans des éditions anciennes, Lucrèce Borgia, vous avez dû voir cette gravure qui est en premier. C'est une espèce de boîte noire où les cercueils arrivent et où tout le monde est très imposant. Et on a reconstitué très facilement, plus facilement qu'au Cloître des Carmes, qui est si beau à Avignon, où nous avons créé cet Il y été. avait beaucoup de choses très acrobatiques que vous exécutiez. Ah, nous jouions à 17 mètres de haut. Oui, c'était terrifiant. Et sans le moindre garde-fou, bien sûr, parce que ça aurait nuit à la beauté. Et le plateau était en pente pour la visibilité. Alors je recommandais mon âme à Dieu, et j'en étais très proche étant fille de pape, chaque soir avant la représentation. Mais quel pape, écoutez. C'était un assez grand pape, oui. Mais écoutez, voilà Victor Hugo réhabilité, s'il en avait besoin, et surtout Lucrèce, qui elle en avait bien besoin. C'est quand même plus logique que tu sois assise ici, étant donné que tu vas aller chanter tout à l'heure. C'est aussi confortable de toute façon. Oui, on est bien toutes les deux. Dis tout de suite que c'est parce que c'est ton mauvais profil. Alors écoute, je vais te dire, je suis incapable de te le dire parce que j'ai un bon profil, mais je n'ai jamais réussi à savoir lequel. Bon, Il y a beaucoup de gens. bon, trêve de billevesée. Parlons de tes chansons. 20 Nouvelle, oui. Oui. C'est nécessaire au bout de tant de temps, non? Oui. Au bout de tant de temps de quoi? Bah, ça fait 2 ans que je n'ai pas enregistré de chansons nouvelles. Oui, alors qui as-tu pris comme auteur? Oh, j'ai une belle brochette. J'ai Françoise Dorin, Henri oui. Salvador, Claude Bolling, Dumont et Vauquer, Les Fidèles. Dis-moi, Yann Bugy. Colette, est-ce que c'est un disque à thème ou est-ce que ce sont des chansons... Ah, non. Non, pas cette aucune fois-ci. Non, pas non, d'allusion, pas cette je fois-ci, n'ai non. pas fait d'allusion aux chansons gaillardes, pas du tout. Non, est-ce que ce sont des chansons isolées qui racontent chacune une histoire? Ah oui, il n'y a pas Donc, de thème cette tu as fois-ci. tu as mis une dominante de chansons gays. Oui, Gay. ça s'est trouvé comme ça, mais j'en suis ravie. Est-ce que tu attaques un peu les uns? Un peu, il faut se dépêcher, c'est la fin de l'année. On n'a plus quelques temps pour Quelques semaines. quelques semaines pour nous. Depuis toutes ces chansons, tu as fait beaucoup de voyages. Oui, j'ai voyagé encore pas mal. J'ai dû faire encore un petit tour du monde. Oui. Et puis tu vas aller où? Et bien là, je prépare donc ces 20 chansons là, elles sont préparées pour Bobino cet hiver. Vers le On n'a milieu pas de l'hiver. date encore, Oui. on n'a pas fixé de date, oui, dans le milieu de l'hiver. Et puis, j'ai les rencontres du Palais Royal. Qu'est-ce que tu joues? Je chante. Tu chantes au Je Palais chante, Royal, oui. oui.
dans les rencontres. Tu sais que je n'ai jamais réussi à y aller tellement il y a du monde. C'est vrai, oui. C'est une grande réussite. Ouais. Dis, alors revenons au côté chanson. Le fait de refaire Bobino, ça représente quoi pour toi? Eh bien, c'est renouer avec une tradition de public populaire. Je crois que j'avais beaucoup de chansons trop poétiques ces temps derniers et que là, ce matériel-là va très bien aller avec Bobino. Je vais te dire pourquoi je te demande ça, parce que tu fais partie de cette sorte de gens. On a l'impression que tu entres en scène comme chez toi. Donc, quand on parle d'une rentrée de ta part, pour moi, il n'y a pas de rentrée, puisque tu as toujours l'impression de... Lorsque je rentre sur scène, c'est là que je commence à vivre, vraiment. C'est là que tu vis. Ah, et oui, si tout le reste, et si tu commençais carrément à vivre maintenant, après tu ferais un petit raccord avec Bobino, puis tu commencerais là avec une chanson. Elle est de qui? Elle est de Françoise Dorin et Henri Salvador. Bien. Depuis le temps que je chante, je t'aime, en clé de sol ou bien en clé de fa, en Amérique, en France ou en Bohème, avec des chœurs, des violons, des tubas. Depuis le temps que je chante, je t'aime, je voudrais bien le dire un jour tout bas, sans le vacarme des sonos, sans même le son d'un piano, mais avec un feu qui gémit dans le silence de la nuit. Depuis le temps que je chante, je t'aime, devant 1000 personnes à la fois, qui guettent mes espoirs et mes problèmes, dans les échos amplifiés de ma voix. Depuis le temps que je chante, je t'aime, je voudrais bien ne le dire qu'à toi. Sans le halo des projecteurs, sans aucun effet de couleur, mais avec une étoile ou deux pour éclairer juste tes yeux. Depuis le temps que je chante, je t'aime, avec des cris plus ou moins déchirants, dans le chagrin ou le bonheur suprême, ivre de joie ou bien presque en pleurant. Depuis le temps que je chante, je t'aime, je voudrais bien le dire simplement. Je t'aime. Je t'aime.